s'il y a bien un sujet sur lequel la gauche libérale a justement réussi à nous diviser, à nous opposer, c'est bien ce sujet si épineux qu'est l'avortement. Il y a 60 ans, se battre contre l'avortement, c'était quelque chose de profondément logique. Et la France était divisée entre le camp des personnes qui sont contre, qui protègent la vie quelles que soient les circonstances, et ses promoteurs. Aujourd'hui, non seulement le combat anti-avortement est devenu quelque chose de complètement tabou dans notre société, y compris dans nos milieux, mais il divise les personnes sur tout un tas d'arguments sur lesquels nous reviendrons au cours de cette intervention. Certains le légitiment donc en cas de viol, en cas, par exemple, de handicap. D'autres considèrent que c'est à la mère de choisir, qu'il ne s'agit pas d'un enfant, etc., etc. En 30 ans, donc, le combat pro-vie, le combat anti-avortement, est donc passé du statut de nécessaire à un statut optionnel. Combattre l'avortement est devenu pour certains une activité de loisir ou presque, une activité secondaire, ringarde, religieuse ou des petits cathos tradis d'extrême droite. Récemment encore, et je dis cela avec de la peine, certains membres du clergé et même l'Académie pontificale pour la vie, qui a été lancée par l'intermédiaire de Jean-Paul II, académie donc, qui à la base était censée travailler sur pour favoriser une politique en faveur de la vie en Europe, principalement. Cette académie se dit aujourd'hui favorable à une évolution de l'Église en matière de contraception. Enfin, et vous n'êtes pas sans le savoir, la majorité de nos politiciens, y compris de droite, enfin soi-disant de droite, justifient leur silence sur ce sujet en expliquant que parler des questions de bioéthique viendrait à nuire aux autres causes qu'ils soutiennent ou que nous soutenons. Bref, 51 ans se sont écoulés et il semblerait qu'il soit trop tard et que ce sujet ne soit plus d'actualité, que ce combat soit perdu d'avance et que finalement il ne serve à rien de se battre pour cette cause qui semble perdue. Partir de ce principe consisterait à dire ainsi qu'il n'y a pas d'enjeu du combat pro-vie, que ces derniers sont moindres, ridicules, par rapport aux autres sujets, voire inutiles, d'autant plus que l'avortement est entré dans la Constitution le 8 mars 2024. Il serait même dangereux pour mener à bien le combat civilisationnel qui nous attend. Cela signifierait donc qu'il n'est ni prioritaire ni fondamental, mais bien plutôt le combat d'une poignée de jeunes idéalistes dont je fais partie. Mon objectif ce matin est non seulement de vous démontrer à quel point ce raisonnement est absurde, mais encore plus qu'il est impossible, et je pèse mes mots, de vouloir défendre une nation, un peuple, une certaine vision de la femme, si on met de côté ce combat contre l'avortement. Au fond, l'avortement, on pourrait penser que c'est une histoire assez récente, mais c'est un phénomène qui n'est absolument pas récent. Alors, il est dans notre pays depuis, légalisé en France depuis 1975, mais au-delà de ça, en Europe, c'était un sujet qui était, la question du statut de l'embryon et même de l'avortement de façon générale, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, et ce depuis l'Antiquité gréco-romaine, puisque à l'époque, certaines femmes se faisaient avorter par l'intermédiaire des plantes, que ce soit l'absinthe, que ce soit l'hysope, le persil, enfin voilà, tout un tas de plantes. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que ce sujet, l'avortement était profondément lié à une méconnaissance de la vie in utero. La question de l'avortement et sa considération dans l'histoire est donc reliée à la question du statut de l'embryon. L'embryon a toujours été un sujet central, ça je vous l'ai dit, donc dans les différentes réflexions philosophiques, éthiques et même scientifiques. À ce sujet, René Friedman, donc c'est un obstétricien en faveur de l'avortement, écrit très justement qu'au-delà de la définition de l'embryon, c'est notre idée de l'homme, de l'humanité qui se révèle. La question principale qui surgit donc est donc celle de savoir si l'embryon est oui ou non animé, s'il possède une âme au sens non religieux du terme. Et donc à l'époque, jusqu'au XVIIe siècle, on considérait que l'animation de l'embryon se faisait autour de 40 jours après la fécondation. Donc à partir de ce moment-là, ça justifiait le fait que certaines femmes y aient recours. Et donc c'est avec la découverte de l'ovulation que l'Église remettra en cause la théorie de l'animation médiate, donc, que l'on retrouvait d'ailleurs chez Aristote et d'autres,
et que l'Église va considérer, ainsi que la science, qu'il y a une simultanéité entre la conception, la fécondation et l'animation. Donc c'est grâce au progrès de la médecine, et notamment par l'intermédiaire de l'échographie, que la science va définir l'embryon comme un être humain en développement depuis sa fécondation, et ce jusqu'au stade où principalement les organes se créent, donc à partir de environ la 8e semaine de grossesse. Or, de nos jours, la question n'est plus tellement de savoir si l'embryon est un être humain. Aujourd'hui, dans notre code civil, on a deux sujets qui sont... si vous regardez dans le code civil, l'embryon est parfaitement reconnu comme un être humain. La question, aujourd'hui, qui se pose, c'est la question du statut juridique de l'embryon. Petit aparté, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire Palmade, donc Pierre Palmade qui a renversé une femme enceinte en voiture. Cette femme enceinte a perdu son bébé. Et Pierre Palmade n'a pas été condamné pour homicide involontaire, parce que le bébé, après l'accouchement, n'a pas respiré, et donc du coup, ses poumons ne sont pas perforés, et donc à partir de ce moment-là, le bébé n'a pas été reconnu comme une personne d'un point de vue juridique, et donc Pierre Palmade n'a pas été condamné pour ces raisons-là. Cette conception, ce statut juridique a donc provoqué une fracture entre plusieurs revendications. Donc il y avait ceux qui demandaient d'une part le respect inconditionnel de la vie humaine, et de l'autre, on avait l'émergence de deux sortes d'idéologies. Donc tout d'abord, une idéologie qui existe encore aujourd'hui, une idéologie eugéniste, qui considère l'avortement comme un moyen de purification de l'espèce. Donc c'est une idéologie qui a été prônée, ce serait trop long d'en parler, mais c'est un vrai sujet à travailler et à étudier parce que c'est passionnant. Donc certaines femmes qui se revendiquaient comme étant les mères de la nation voulaient participer à la purification de l'espèce en prônant un certain eugénisme et donc certaines formes d'avortement. Et les premières cliniques de contraception, les premiers plannings familiaux sont issus donc de ces différents groupes d'intellectuels. Et de l'autre côté, donc, de ce deuxième pan est né celui des féministes, donc, que l'on retrouve beaucoup plus aujourd'hui, qui ne se revendiquent pas comme matriarcales, et donc qui ne se définissent donc plus comme mères en devenir, mais comme femmes qui devraient avoir la possibilité de contrôler leur corps et donc de limiter les naissances si elles le souhaitent. La loi française, elle, a fini par trancher en 1975 en décidant de donner à la femme cette possibilité de mettre en opposition sa propre vie avec celle de son enfant. Donc c'est ce qu'assume pleinement Simone Veil dans son discours. Et contrairement à ce que l'on pense, l'Église ne s'est pas mobilisée sur ces questions à l'époque, malheureusement, puisqu'elle a pris position, et elle a d'ailleurs même pris position, en promettant son silence à Simone Veil en échange de l'obtention de la sécurité sociale. Donc il semblerait donc... Donc la France a tranché. Cependant, quand on regarde, ce qui est assez surprenant, c'est quand on passe les frontières et qu'on va voir ce qui se passe chez nos voisins, on se rend compte que ce statut juridique n'est pas similaire partout. Donc il semblerait que la dignité humaine ou le respect de la vie dépendent un peu des pays de l'Union européenne. Par exemple, si on regarde aux Pays-Bas, l'avortement est autorisé jusqu'à 24 semaines de grossesse sans condition. En France, il est autorisé jusqu'à 14 semaines sans condition. Et à vrai dire jusqu'à terme, puisqu'aujourd'hui, par exemple, si demain, donc je suis enceinte de 7 mois, et si on se rend compte que mon bébé, par exemple, est porteur d'un handicap, ou si je suis dépressive, j'aurai le droit d'avorter jusqu'à l'accouchement. Voilà. Donc ce statut ne dépend donc plus aujourd'hui de la science, mais du gouvernement de chaque pays. Donc ce qui devrait quand même nous questionner, nous remettre en question. Je vais faire un petit aparté parce que je ne sais pas si vous connaissez les différentes méthodes d'avorter qui sont globalement pratiquées en Europe. Alors certaines sont plus pratiquées que d'autres, mais je pense qu'aujourd'hui, pour combattre ce fléau, je pense qu'il est particulièrement nécessaire de connaître les techniques qui sont utilisées pour éliminer un enfant aujourd'hui. Alors je m'excuse s'il y a des plus jeunes dans la pièce, notamment des enfants, parce que ça risque d'être un peu hard. Il y a ce qu'on appelle l'avortement médicamenteux, donc c'est l'avortement le plus connu, c'est l'avortement par l'intermédiaire de pilules. Donc vous prenez une première pilule qui va vous permettre de bloquer la progestérone, qui permet de nourrir l'enfant. Et 36 à 48 heures après cette première pilule, vous prenez la deuxième qui va éjecter l'enfant, qui sera mort de faim ou de soif.
Point très important, si vous avez une amie qui prend cette première pilule, il faut savoir qu'elle n'est pas irréversible, puisque vu que le premier comprimé vient bloquer les capteurs de progestérone, il est tout à fait possible d'en prendre un deuxième pour remettre de la progestérone de synthèse et pour permettre donc à la grossesse de se poursuivre correctement. Le planning familial vous dira que c'est extrêmement dangereux, mais c'est faux. Il y a également l'avortement par aspiration, donc ça se fait majoritairement entre 8 et 14 semaines de grossesse, donc il s'agit de la méthode la plus utilisée en France après la méthode médicamenteuse. Donc c'est une méthode qui consiste à dilater le col de la femme et donc à l'aide de pinces d'arracher les membres de l'enfant un à un. C'est une technique qui provoque énormément d'hémorragie, ça augmente le risque d'hémorragie de 20 à 100 fois. Et puis ça provoque également la stérilisation des femmes puisque ça provoque des dilacérations utérines chez la femme. Il y a ensuite l'avortement par dilatation-extraction, donc qui se ressemble avec celle par aspiration, donc qui consiste à prendre des pinces de préhension de 30 cm de long, de les mettre dans l'utérus et donc d'extraire les membres de l'enfant. Cette technique consiste notamment à broyer le crâne ossifié de l'enfant pour faciliter son éjection de façon un peu plus simple. Il y a également l'avortement par injection de prostaglandine, donc c'est une méthode qui est très utilisée. Les deux prochaines méthodes et les deux dernières sont les deux techniques les plus utilisées aux États-Unis. La première consiste à injecter un poison dans le cœur du bébé à l'aide d'une seringue et ensuite donc à le faire accoucher mort. Il faut savoir que beaucoup d'enfants naissent vivants suite à cette injection, donc ensuite ils vont les étrangler, notamment avec... ils vont les étouffer, soit avec des oreillers, soit ils les étranglent post-naissance. Et puis il y a également l'avortement par injection saline. Donc ça consiste à remplacer le liquide amniotique par une solution saline qui va provoquer donc des brûlures mortelles chez l'enfant, qui sera accouché mort. Et également à ce moment-là, on se retrouve souvent avec des bébés qui naissent vivants malgré tout et avec de profondes brûlures, et donc ils vont continuer à étouffer les enfants. C'était la partie la plus sympa. Face à cette horreur, certains ont choisi volontairement de ne pas se taire depuis les années 70. Donc, à partir des années 70, donc c'est les premières tentatives de légalisation de l'avortement avec ce qu'on appelait la loi Perret à l'époque, puisque Simone Veil n'a rien inventé. Simone Veil n'a fait que reprendre un projet de loi qui a été présenté à un homme, et vu que c'était un homme qui le présentait, ça passait moins à l'Assemblée. Donc on a préféré ensuite demander à Simone Veil pour que cela passe beaucoup plus et pour que dans l'opinion publique ce soit plus accepté, surtout vu son passé. Et donc il y a eu la création de premiers commandos anti-IVG qui se sont développés à partir des années 70, dont les actions étaient extrêmement simples. C'était de bloquer des salles de procédure d'avortement. C'était un réveil qui a eu lieu principalement dans la capitale, à Paris, et qui n'était pas tellement le biais d'un réveil national, mais plus des prises de conscience un peu personnelles, prises par des groupes, pour la majorité catholique. Donc je pense que vous connaissez certains de ces groupes, comme SOS Tout Petit, La Trêve de Dieu, Les Survivants, etc. À cette époque, ces associations courageuses se regroupent également devant les plannings pour prier, et également pour réinformer les femmes et les convaincre de ne pas avorter. Mais quand le gouvernement a vu que ces groupes fonctionnaient très bien, on s'est dit qu'il fallait appuyer un peu plus sur la répression et qu'on allait mettre en place la loi Neerts, donc qui sera votée en janvier 93 et qui a légalisé donc le délit d'entrave à l'IVG. C'est donc un texte de loi qui vous interdit sous peine de 35 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement, qui vous interdit d'empêcher ou de tenter d'empêcher un avortement, que ce soit en perturbant l'accès des établissements, en poussant des femmes à ne pas avorter. Et aujourd'hui, depuis 2001, il faut savoir que toute prise de parole, voire même certains écrits contre l'avortement, peuvent être également condamnés pour délit d'entrave. Cette restriction, au début, ne va pas forcément être très appliquée. Il va falloir environ 10 à 15 ans avant qu'il y ait vraiment un véritable phénomène de répression de la part du gouvernement contre les différents groupuscules. Il faut savoir que ça va mettre un énorme coup de massue dans ces milieux. J'ai changé à ce sujet tout à l'heure avec le stand de l'AF. C'est vrai que
Sur la question du combat pro-vie, on peut voir qu'il y a eu vraiment une montée en puissance, notamment des catholiques qui n'étaient pas forcément très habitués à toujours se mobiliser. C'est pas forcément la religion qui est la plus active. Et on a pu observer dès les années 2010 en fait un véritable affaissement du militantisme chez les personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un certain nombre de répressions. Je ne sais pas si vous connaissez l'abbaye du Barou dans le sud de la France. C'est une abbaye dont le père fondateur, Don Gérard, est parti en garde à vue après avoir bloqué une salle de procédure d'avortement à Grenoble. Il faut savoir que les moines n'étaient pas au courant et donc ils se sont fait perquisitionner l'abbaye du jour au lendemain et leur père abbé avait disparu. Donc il y a eu ce père abbé là, mais bon lui, à la limite il serait passé d'une cellule à une autre, ça ne le dérangeait pas. Mais il y avait également des mères de famille qui étaient là. Il y avait le Xavier Dor, donc un médecin courageux qui a été à de nombreuses reprises condamné. Et il faut savoir que certaines femmes, certaines mères de famille qui s'engageaient contre l'avortement ont eu le choix, soit de garder leur enfant, et donc d'arrêter de militer, soit de se retrouver avec des enfants placés à la DAS, et elles en détention. Donc face à ces nombreuses menaces et à cette répression, il y a eu un affaissement général de cette cause. Et à part ça, on a eu donc la seule cause qui a vraiment continué un peu à persévérer, ça a été la marche annuelle contre l'avortement, donc la marche pour la vie, qui réunit un certain nombre de catholiques, principalement des catholiques, donc à Paris au mois de janvier. Il y a eu quelques tentatives d'action, mais à chaque fois ça s'est un peu voué un peu à l'échec, jusqu'à 2016 où ça a été le militant Émile Duport qui cette fois-ci a relancé le commando des survivants, donc notamment en projetant sur l'Arc de Triomphe à l'aide de lasers, des messages contre l'avortement. Et puis à la suite de ça, donc en 2021, j'ai lancé la Génération Pro-Vie dans les différents. Donc l'objectif, c'est de resensibiliser les différentes villes de France sur la question de l'avortement. Mais aujourd'hui, chose dont je suis parfaitement consciente, même au sein des différents groupes de la Génération Pro-Vie, je suis parfaitement consciente du fait que ce ne sont pas ni les jeunes de la Génération Pro-Vie, ni les jeunes des survivants actuels qui font peur au gouvernement. Et ces jeunes qui sont là et dans ces différentes communautés et qui essayent de relancer le sujet sont très courageux parce qu'aujourd'hui ils sont face à une pression du gouvernement qui commence à se remanifester, mais ils sont surtout face à une pression familiale qui a peur de voir leurs enfants, des parents qui ont peur de voir leurs enfants mettre entre parenthèses une possible carrière professionnelle pour une cause qui les dépasse. Donc c'est cette peur, cette crainte de mettre entre parenthèses un certain confort qui a permis donc ce déclin, et aujourd'hui j'en ai bien conscience, c'est pas nous qui faisons trembler le gouvernement. Et là où en fait aujourd'hui on a des jeunes qui peuvent trembler et qui se sentent très courageux à l'idée de coller trois autocollants, en fait il y a 30 ans on avait un père abbé qui s'enchaînait devant un centre d'avortement et qui se retrouvait en garde à vue. Le constat donc c'est de se dire que l'avortement, on a l'impression que la question de l'avortement n'est plus un enjeu dans notre société, que cela ne vaut plus la peine de se battre, de se sacrifier certains biens matériels pour cette cause. Mais se battre contre l'avortement, ça ne devrait pas être, ce n'est pas une lubie et ça ne devrait pas être un effet de mode, ni un combat de jeunes étudiants, ce combat est bien trop souvent. Ça ne devrait pas être un combat qu'on arrête. En réalité, il y a deux options possibles. Soit on considère à tort et en manque de connaissances que l'embryon n'est pas un être humain, et dans ce cas on ne fait rien. Soit on sait que c'est un être humain, et dans ce cas on ne peut pas ne pas agir. Fermer les yeux sur un engagement aussi important quand on sait que l'avortement élimine plus de 250 000 enfants par an en France, 4,3 millions d'enfants en Europe et 73 millions d'enfants dans le monde, fermer les yeux, c'est impossible. Ou alors, cela signifierait que la France a perdu les Français et notre communauté a perdu les derniers degrés de son humanité. C'est ainsi que la dynamique du mouvement du combat anti-avortement se fonde sur une prémisse morale,
donc qui nous oblige à respecter la vie d'autrui. Il est immoral, ou en tout cas ça devrait l'être, de tuer volontairement et directement un être humain innocent. Le droit à la vie est, lui, un droit fondamental pour tout être humain innocent, quel que soit son sexe, son origine ou autre. Innocent parce que dans certaines circonstances, il est possible de tuer un être humain, par exemple dans le contexte de guerre. Donc je vous passe l'exemple du kamikaze. S'il y a un kamikaze qui arrive, oui, un militaire peut tuer, peut tuer le coupable, mais l'enfant, lui, il est profondément innocent. Et pourtant, certains pourraient me rétorquer, et c'est ce que certains me rétorquent en fait même dans nos milieux, dans certaines communautés, certains groupes nationalistes, identitaires, etc., refusent de se pencher sur cette question de l'avortement en nous opposant certains contre-arguments, également fondés sur une soi-disant assistance à personne en danger. Donc ça va être par exemple le cas de la femme en détresse, qui par exemple la femme qui se fait violer, qui est en détresse, ou la femme qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Par exemple une femme qui a déjà 4 enfants, on sait que le 5e enfant viendrait remettre en question une vie de famille. Et donc certains de ces arguments sont prônés par nos milieux pour justifier l'avortement. Sauf que, encore une fois, ces arguments qui peuvent être utilisés prouvent en quelque sorte que la gauche a gagné, puisque ces arguments nous permettent d'opposer la vie d'enfants innocents à la vie d'autres personnes. Même si le fait de tuer un être humain est fondamentalement donc mauvais, ça veut dire que ces arguments partent du principe que non seulement les enfants sont des risques, mais ce sont les enfants également qui doivent tout porter, les conséquences de chacune de nos actions, de nos situations familiales, de notre pauvreté. On se retrouve face à des situations, on refuse de prendre certains risques par peur de ne plus contrôler cette vie. Or, et je pense que je suis la première à pouvoir le dire, on ne contrôle pas, on ne maîtrise absolument rien de notre vie. Aujourd'hui, on est dans une société du contrôle, et force est de constater que ça ne marche pas. Moi, s'il y a 7 mois avec mon mari, on avait su que 5 mois plus tard, mon mari serait parti en détention, peut-être que ça nous aurait fait hésiter à l'idée, et à tort, à l'idée d'avoir cette chance de pouvoir attendre un enfant. Et cela aurait été une vraie erreur, parce que force est de constater que on a un soutien qui est absolument fabuleux, qui est magnifique, et d'ailleurs je vous remercierai jamais assez pour ce soutien que l'on reçoit. On aurait pu avoir peur, on pourrait également se remettre en question quant à l'idée d'en avoir éventuellement un 2e après le premier, voire un 3e, en se disant, en fait, vu le monde dans lequel on grandit, un monde où la pollution, où en fait, on ne sait pas si la France existera encore dans 5 ans, on ne sait pas si le gouvernement nous autorisera tout simplement de penser ou de lire encore dans quelques années. Mais si on se fonde sur des si pour vivre, on donne raison à ce gouvernement, et on continuera éternellement de se planquer et de refuser de vivre, tout simplement. Pardon. Attention, pardon, excusez-moi. Je dis pas non plus, pardon, j'avais perdu un peu mon propos. Je ne dis pas non plus, et ce n'est pas l'objectif non plus de la Marche pour la vie, de dire qu'il faut faire 25 enfants par famille, par couple, qu'il faut réduire les femmes à un rôle de femmes pondeuses. Et c'est souvent d'ailleurs ce que la gauche nous objecte en disant oui, mais vous, de toute façon, vous êtes toutes des ringardes, les catholiques, vous réduisez tous la femme au rôle de femme pondeuse. Ce n'est absolument pas le cas. Et c'est d'ailleurs souvent cette opposition, parce qu'il y a une mauvaise connaissance de notre doctrine sur la question de l'avortement, de la vie, et également du féminisme, que souvent on est dans l'incapacité de répondre, et donc que l'on met volontairement de côté le sujet de l'avortement, et même de la contraception de façon générale. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de contraception. Donc, il y a le préservatif, la pilule, le stérilet, la castration chimique, la vasectomie, la ligature des trompes, etc. Ce sont des techniques qui sont extrêmement utilisées par nos milieux. J'aurai pas le temps de parler de chacune de ces contraceptions, mais il faut savoir que ces contraceptions-là
celles que je vous ai citées, ce sont des contraceptions qui, pour la plupart, sont abortives, donc permettent la mort d'un enfant, et vous plongent dans une mentalité qui vous poussera à avorter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 3 avortements sur 4 ont lieu à cause d'un échec de la contraception. Il y a cependant ce qu'on appelle à tort la contraception naturelle. Alors des cathos à l'époque, aujourd'hui les cathos sont malheureusement tous ou pratiquement sous pilule ou sous préservatif. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle à tort la contraception naturelle, donc qui fait également émergence dans les milieux un peu bobos, à savoir la méthode Billings, donc qui elle est la méthode, si vous voulez, la plus complète, et c'est une méthode qui se fonde tout simplement sur le corps de la femme et qui part du principe que l'homme n'est pas un animal et que l'homme est capable de se retenir, que l'homme est capable de discuter avec sa femme pour essayer de comprendre comment son corps fonctionne et comment est-ce qu'on peut faire pour soit avoir un enfant, soit ne pas en avoir, si on est dans une situation un peu difficile. C'est une méthode qui fonctionne, puisque ça part du principe qu'on essaie de comprendre son corps, mais c'est une méthode qui, et c'est le point le plus important de cette méthode, qui nous permet toujours d'assumer nos conséquences. C'est-à-dire que si, par exemple, le fait d'attendre un enfant n'est pas quelque chose... on est dans une situation un peu délicate et on sait que l'arrivée d'un 5e enfant pourrait être un peu difficile. Cette méthode va vous maintenir dans une certaine ouverture de la vie et dans une certaine acceptation de l'enfant s'il venait à arriver. Le génie de la nature, et c'est le principe de cette méthode, c'est de respecter ce génie de la nature qui est que naturellement, il est possible pour les personnes en difficulté de retarder, de réguler ou même d'accélérer certaines naissances en fonction du choix des choix respectifs des familles, mais également des femmes. Aujourd'hui, pour revenir à la question de l'avortement, aujourd'hui, l'avortement est donc non seulement vu comme une solution à tort pour certains problèmes, comme par exemple la question du viol, etc., mais il est également, d'un point de vue politique, bien plus que cela. Il est devenu un but, un objectif sacré de nos politiciens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2019, il y a une chute du nombre d'avortements à cause du Covid, donc qui était plus due au fait que les personnes étaient séparées à cause des confinements. Et il y a eu une alerte nationale sur cette chute d'avortements, comme si finalement on devait tout faire pour que les femmes avortent, comme si c'était le principe même de la féminité, du féminisme, qu'une femme ait recours à l'avortement. La plus grande fierté de la France, de notre pays, c'est que ce soit le premier pays européen à inscrire l'avortement dans sa constitution, et cela sans qu'il y ait une quelconque... Il y a eu de la résistance, mais bon, de la résistance, c'était pas grand-chose, sans qu'il y ait eu, on va dire, un tremblement général dans les différents groupes de nos milieux. Et je m'inclus dedans. Malgré une chute libre de la natalité, donc l'avortement est devenu un moyen et une fin à part entière. Il est le Graal de notre société, un acte qui se justifie désormais pour tout et n'importe quoi. Ce n'est plus la loi qui s'adapte à ce qui est moral, mais c'est la morale qui s'adapte à ce que veut la loi. Il ne s'agit donc pas de dire que seule cette cause existe, ça je ne le dirai jamais, il ne faut pas nier les autres, mais il ne faut pas oublier que l'avortement est en lien avec tous les autres enjeux de notre société. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les promoteurs de l'avortement promeuvent l'avortement en disant, par exemple, il faut avorter pour des questions écologiques, il faut avorter pour la question pour que les femmes aient le droit de contrôler leur corps, etc. Mais aujourd'hui, il nous est également possible à nous de réinclure cette question de l'avortement dans nos différents combats. Pourquoi ? Parce que oui, tout est lié, et que oui, derrière la question de l'avortement se posent les questions du viol, les questions de la pauvreté, la question du pouvoir d'achat, la question de l'écologie, la question de la sécurité. Il ne s'agit pas de parler de l'avortement en évitant tous les autres sujets, mais de réintégrer l'avortement dans nos différents enjeux. L'avortement ne supprime pas des problèmes, il les aggrave. Et ce n'est pas en promouvant l'avortement qu'on réduira le nombre de viols, c'est en menant une politique contre les violeurs. Ce n'est pas en promouvant l'avortement qu'en fait on aura moins de problèmes d'écologie, moins de problèmes de pollution, mais c'est en essayant de comprendre les raisons qui font qu'on a autant de pollution dans nos villes, etc.
Donc si on revient à la question initiale qui est de savoir quels sont les enjeux du combat pro-vie, j'espère que vous comprendrez que l'objectif n'est pas simplement de faire des rassemblements de catholiques en plein de mois de janvier, ni non plus de mettre de côté, de balayer d'un revers de main l'intégralité des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors si on regarde les 50 dernières années, certes on pourrait dire que le combat pro-vie, que les différentes tentatives n'ont connu qu'une succession d'échecs, et c'est pas faux. Mais c'est pas totalement vrai non plus. Si en 50 ans l'avortement n'a cessé de s'étendre, d'être de plus en plus accessible, c'est à la fois pour des raisons idéologiques, mais également parce que son accès est de plus en plus menacé en France également. De plus en plus de médecins utilisent leur objection de conscience, de plus en plus de femmes réalisent à quel point l'acte qu'elles ont commis dans leur propre vie, en pensant que c'était un acte qui n'aurait aucune conséquence, c'est un acte qui les a détruits. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs de nombreux députés continuent d'interdire de voter des lois répressives pour les personnes qui luttent contre l'avortement, et que ces mêmes députés cherchent aujourd'hui à supprimer l'objection de conscience des médecins qui refusent de plus en plus d'avorter. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui les médecins qui pratiquent des avortements reçoivent une prime à l'avortement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, donc ça c'est depuis la loi Gaillot, parce qu'en fait on s'est rendu compte que même si on essayait d'augmenter les délais d'avortement, les médecins ne voulaient pas avorter encore plus. La loi Gaillot, il faut savoir que par exemple dans une ville comme Lyon, il y a sur 14 médecins qui pratiquent l'avortement, il n'y a que 14 médecins qui pratiquent l'avortement à Lyon. Il y a 12 médecins qui ont refusé de pratiquer l'allongement du délai dans leur cabinet. Et donc il n'y a que 2 médecins dans une ville comme Lyon qui n'acceptent de pratiquer l'avortement entre 12 et 14 semaines. Donc il y a de l'espoir. On a échoué parce que la politique de répression a découragé les personnes. Encore une fois, je vous le redis, des mères de famille ont dû tout stopper par crainte de partir en prison pour délit d'entrave et donc de délaisser des familles entières. On a échoué parce qu'en noyant l'avortement derrière les raisons qui poussent des femmes à avorter, à y avoir recours, y compris dans nos propres familles, il devient impossible de le remettre en question sans devenir une anti-femme, une anti-féministe, une nazie, etc. et j'en passe. On a échoué, mais on ne doit absolument pas perdre espoir, puisque si les mensonges autour de l'avortement perdurent, de plus en plus de jeunes se réveillent, et je pense qu'aujourd'hui, si vous m'avez demandé d'intervenir sur cette question, c'est que ce sujet commence à redevenir un sujet d'attention, et puis probablement, je l'espère, en tout cas, un enjeu, un combat nécessaire dans les prochaines années. Nous devons prendre conscience du fait que nous sommes privilégiés, nous aussi également, puisque quand on voit le nombre d'avortements dans le milieu catho et dans le milieu identitaire, on n'est pas épargnés et on avait tous une chance sur 4, voire sur 3 d'y passer. Il nous est possible de garder espoir, de changer la donne en formant et en informant des personnes sur les enjeux de l'avortement, sur ses conséquences, en sensibilisant les personnes sur les raisons qui poussent des femmes à avorter et en tentant de les conduire à une alternative. On parle beaucoup des femmes, mais on a également une chance de s'en sortir en formant les hommes, en les poussant à être de vrais pères de famille, à assumer leur famille et à respecter leurs femmes. Il nous est possible de nous relever si nous acceptons la lourde tâche qui nous est demandée, celle de ne pas fuir, celle de défendre l'orphelin contre la canule du médecin, et cela malgré les risques qu'un tel engagement peut engendrer. Le combat pro-vie pose à chacun d'entre nous cette question. À quel bord, à quelle communauté souhaitons-nous appartenir ? Souhaitons-nous être de ceux qui se taisent face à un bain de sang ? Ou souhaitons-nous être de ceux qui luttent coûte que coûte contre cet acte ? Je vous remercie.